Merci Serge. Alors, il m'a grillé mon effet, quoi. Je voulais vous annoncer le film, mais non, mais écoutez, je suis ravie de vous voir tous aussi nombreux, aussi présents. Alors c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de douane, mais cette journée aujourd'hui, on a voulu vous parler de simplification, de vous expliquer en quoi on imagine que désormais notre travail, c'est de vous simplifier la vie. Et vous simplifier la vie, ça passe effectivement par une première chose, c'est peut-être l'interlocuteur unique, parce que c'est peut-être ça qui est la première marge de simplification par rapport à notre réseau qui est très dense. Et nous souhaitons qu'il reste dense, mais on voit que la notion d'interlocuteur unique peut vous simplifier la vie. Et la deuxième chose pour vous simplifier la vie, et là je sais que je vais vous parler très rapidement, c'est gagner en temps et en argent. Alors ça sera l'objet de notre deuxième table ronde des gains de temps et d'argent. Donc pour la première table ronde, on va aborder le dédouanement centralisé national, qui est notre mesure pour le moment la plus concentrationnaire des formalités que vous pouvez avoir et comment on peut, en matière de douane, faire finalement une démarche d'interlocuteur unique par rapport à des activités économiques que vous avez et qui sont très très variées. Mais on sait bien que cette démarche-là, elle doit s'accompagner aussi d'une réflexion et d'un discours de notre part sur l'harmonisation des pratiques que nous déployons vis-à-vis de vos activités en matière de contrôle. Donc cette première table ronde va aborder ces deux sujets, le dédouanement centralisé national et l'harmonisation ou la réflexion de nos pratiques en matière de contrôle. Donc la table ronde va s'articuler assez classiquement avec des experts de la Direction générale des douanes, puisque il faut commencer quand même par poser les choses avec beaucoup de précision. Mais on sait bien que le mieux pour parler aux entreprises, ce n'est pas forcément la douane, ce sont les entreprises. Et donc, cette table ronde fera aussi la part belle à des témoignages d'opérateurs. Donc, j'aimerais que nous rejoignent pour qu'on aborde ce premier sujet. Donc, deux experts de la Direction générale, Valérie Jiménez, qui travaille au bureau en charge de la politique du dédouanement, et Michel Marin, qui est, lui, le chef du bureau de la politique des contrôles à la Direction générale des douanes. Ensuite, les deux témoins que nous avons sur le dédouanement centralisé national et sur les contrôles, peut-être, seront Yannick Magnier du groupe Soufflé, voilà, merci Monsieur Magnier, et Patrick Clément, qui dirige le service douane de la filiale du groupe 3M, la filiale SOA Logistique. Alors effectivement, avant qu'on aborde cette table ronde, on s'est dit que peut-être la modernité qui doit désormais être la nôtre pourrait passer par la projection d'une petite vidéo, d'un petit film que nous avions à cœur de vous présenter dans un autre contexte, mais qui du coup a encore plus de sens d'être dévoilé aujourd'hui et qui est dédié au dédouanement centralisé national. Donc je vous laisse découvrir. Passengers on Minerva 9513 to Corfu. Parce que de nombreuses entreprises, grandes et petites, se développent à l'import-export. Parce que l'Europe a décidé en mai 2016, avec le nouveau code des douanes de l'Union, de simplifier le dédouanement des marchandises en dématérialisant les documents et en instituant de nouvelles relations de partenariat entre la douane et les entreprises. La douane française, précurseur depuis plusieurs années, est un acteur incontournable dans ce processus de simplification, facteur de compétitivité pour les entreprises. La douane propose gratuitement à toutes les entreprises de mettre en place le dédouanement centralisé. Un seul bureau de déclaration, quels que soient les points d'entrée des marchandises. Le dédouanement centralisé est possible dès aujourd'hui sur le territoire français et s'étendra dès 2020 à toute l'Europe. Le dédouanement centralisé est un avantage majeur pour les entreprises. Relations privilégiées avec la douane, baisse des coûts, rapidité. L'occasion pour la douane française d'affirmer à nouveau son rôle d'accélérateur de croissance, de compétitivité et d'attractivité. Imaginez qu'avec le dédouanement centralisé, les entreprises décident de faire entrer toutes leurs marchandises par la France.
et participe ainsi à la création de richesses et d'emplois en France. Avec le dédouanement centralisé, la douane innove. La douane fait gagner les entreprises, mais aussi les plateformes logistiques françaises. Avec le dédouanement centralisé, la douane vous simplifie la vie. Voilà, je crois que le message est clair. En tout cas, de notre côté, il est clair. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on est le pilote de votre dédouanement, ça simplifie les choses, ça rationalise les procédures et ça rationalise l'activité économique. Je vais laisser la parole à Valérie Jiménez qui va nous expliquer un peu plus en détail. Alors, le dédouanement centralisé, vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc, l'idée, ça ne va pas être de vous représenter les choses de façon très académique, mais plutôt d'écouter. Écoutez Valérie qui aura peut-être quelques messages à vous faire passer pour ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus. Et surtout, voir comment ça peut être une condition de réussite de s'intéresser à cette formalité et de l'aborder avec maturité. Merci Hélène. Donc effectivement, je ne vais pas vous rappeler le dédouanement centralisé national, puisque je pense que vous le connaissez bien, depuis pas mal de temps nous en parlons. Simplement, je voudrais faire le focus sur certaines choses. Premièrement, c'est une simplification. Une simplification, ça veut dire quoi ? Nous avons un bureau de déclaration et plusieurs bureaux de présentation. Un ou plusieurs bureaux de présentation, à partir du moment que ce bureau de présentation est différent du bureau de déclaration. Et c'est important de le dire quand on dit le bureau de déclaration, c'est le bureau pilote, c'est l'interlocuteur unique, c'est le référent. Ça veut dire finalement que le bureau de présentation n'a de rôle que si le bureau de déclaration le décide. Et ça, c'est ce que nous dit la réglementation. C'est ce que nous dit le Code des douanes de l'Union, qui nous dit que le bureau de déclaration reçoit les déclarations, traite les déclarations. Il reçoit aussi il reçoit les documents qui accompagnent la déclaration. Il va octroyer ou non la main levée d'une marchandise. Et quand il ne l'octroie pas, parce qu'il demande un contrôle physique de la marchandise, c'est là que le bureau de présentation a un rôle à jouer. En fait, le dédouanement centralisé national, c'est une sorte de, pour ceux qui connaissent, procédure de domiciliation unique nouvelle génération. C'est le pas de plus de la procédure de domiciliation unique, où finalement on recentre les déclarations sur un seul bureau. À partir de là, ça présente des avantages. Les avantages pour la douane, en premier, je dirais que c'est une meilleure connaissance des flux d'un opérateur qui va décider de concentrer ses flux sur un bureau de déclaration. Donc, ça sera une meilleure image de l'ensemble de la géographie de ces flux et partant, c'est une meilleure connaissance de l'opérateur, c'est une meilleure connaissance finalement des avantages qu'on peut lui donner, de la discussion qu'on peut avoir avec lui et de lui proposer des choses, des procédures qui répondent ou des autorisations qui répondent à ses attentes. Pour l'entreprise aussi, je me place maintenant du côté du titulaire du dédouanement centralisé national, ça peut être aussi du sens d'avoir en face de cet interlocuteur unique douanier un service de douane ou un service qui est dédié de faire ces relations et de nouer ce partenariat. Ensuite, l'autre avantage du dédouanement centralisé national auquel nous avons tenu à mettre en place, c'est de développer l'équité. Tout à l'heure, je vous disais, le dédouanement centralisé national, c'est la procédure de domiciliation unique nouvelle génération. Certes, mais la PDU, comme nous l'appelons dans notre jargon, n'était pas ouverte aux représentants en douane enregistrés, aux anciens commissionnaires en douane. Or, dans un souci d'équité, on a voulu l'ouvrir à tous les opérateurs, c'est-à-dire aussi bien aux importateurs-exportateurs qu'aux représentants en douane enregistrés, et ensuite, quelle que soit la taille de l'entreprise, une petite entreprise ou une grande entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que nous verrons tout à l'heure dans les témoignages. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que le dédouanement centralisé national, nous en avons beaucoup parlé parce que c'est une mesure phare du Code des douanes de l'Union, mais on ne doit pas le vouloir parce que c'est un dédouanement moderne. Le dédouanement centralisé national, on doit le vouloir parce que c'est un choix réfléchi. C'est quelque chose qui va bien
avec sa logistique, qui va bien avec ses points de rupture de charge. C'est quelque chose qui permet de rationaliser son dédouanement. Donc la mesure la plus simple, c'est de basculer à l'identique sa procédure de domiciliation unique en dédouanement centralisé national. Mais ça peut être aussi le fait de réunir des procédures de dédouanement domicilié et d'en faire une structure beaucoup plus importante. C'est véritablement l'entreprise qui doit savoir ce qu'elle veut faire de son schéma logistique. Ça, c'est important de le noter. Ce qui est important de noter également, c'est de dire que l'entreprise va pouvoir choisir son bureau de déclaration. C'est le choix réfléchi aussi du bureau de déclaration. Un bureau de déclaration est facilement ouvert, je dirais. Simplement, nous avons des conditions. La condition, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure dans le domaine réglementaire, c'est que nous devons avoir accès à des documents d'accompagnement. Nous avons la déclaration, mais nous avons aussi besoin, pour vérifier une opération de dédouanement, d'avoir l'ensemble des éléments qui sont afférents à la déclaration. C'est la raison pour laquelle on a mis une condition d'accessibilité des écritures et un lieu d'accessibilité des écritures qui soit dans le ressort territorial de ce bureau de déclaration. Somme toute, c'est une condition qui est importante, que nous regardons, mais qui est transparente. Ensuite, ce qui est important à noter, ce qui a été dit tout à l'heure par Serge Pussetti, c'est l'important, le formidable travail d'accompagnement des pôles d'action économique ou bien du service grand compte. Pourquoi ? Parce que, certes, c'est un choix réfléchi, certes, l'entreprise doit réfléchir à ce qu'elle veut comme dédouanement, mais la douane est aussi là pour l'accompagner. Le pôle d'action économique, avec sa cellule conseil aux entreprises, avec ses bureaux de douane, sont là pour conseiller un opérateur. Il n'est pas seul. Le service grand compte est là pour accompagner, pour transformer des schémas de dédouanement selon donc la nature de l'opérateur. Partant, eh bien, nous avons des défis. Alors, les défis, c'est un petit peu l'ouverture sur ce qui va être abordé à la fois dans cette table ronde, mais aussi dans l'autre table ronde, c'est que le dédouanement centralisé national met en exergue énormément de choses. La première chose, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour la douane, quand on fait cette dissociation entre bureau de déclaration et bureau de présentation, c'est le travail en réseau. Nous avons un travail en réseau, nous voulons harmoniser ce travail en réseau pour que l'opérateur, l'entreprise ait un traitement uniforme, quel que soit le lieu du territoire sur lequel il se situe. Mais le travail en réseau, c'est aussi nos relations partenariales avec l'entreprise. C'est-à-dire que dans le dédouanement centralisé national, à partir du moment où l'entreprise ouvre ses flux ou la connaissance de ses flux à la douane, eh bien, elle est dans une relation très partenariale, a désigné son bureau de déclaration et accepte d'avoir cette discussion avec ce bureau. Ensuite, le dédouanement centralisé national n'a de sens que s'il est adossé à la simplification qui est la dématérialisation. Alors nous, on a fait évoluer nos outils douaniers qui conversent entre eux à distance. On a dans ce cadre-là aussi du dédouanement centralisé national, le guichet unique national qui prend énormément d'ampleur, énormément de place et qui est très important pour viser, imputer des documents et de façon dématérialisée. Mais nous avons aussi l'idée, le désir, le soin et les travaux d'ouvrir ces outils douaniers pour qu'ils conversent avec des outils extérieurs comme les Cargo Community Systems. Ça, c'est le volet dématérialisation. Ensuite, nous avons un autre souci, et c'est ce que nous pousse le dédouanement décentralisé national, c'est de réfléchir sur la réglementation. Nous avons pris toutes les réglementations particulières et nous avons essayé de les décortiquer pour savoir qu'est-ce qui était afférent à la déclaration en douane, qui devait donc être basculé au bureau de déclaration, et qu'est-ce qui devait suivre absolument la marchandise. C'est un grand travail que nous avons fait au niveau de la direction générale et qui se poursuit encore aujourd'hui, mais c'est un travail qui a du sens et qui permet justement de faire cette dissociation entre les flux déclaratifs et les flux de marchandises.
Et enfin, et en fait, j'ouvrirai exactement comme l'a ouvert le film, ma conclusion, c'est de dire que le dédouanement centralisé national, nous l'avons voulu très tôt. Nous l'avons voulu très tôt pour se l'approprier, nous en tant que douaniers, mais aussi pour que vous l'adoptiez, vous, entreprise. Évidemment, on peut continuer à dédouaner hors dédouanement centralisé national, mais quand ça a du sens pour une entreprise, eh bien, il faut aller vers le dédouanement centralisé national. Et je dirais, mais je schématiserai à l'extrême, quand on passera au dédouanement centralisé communautaire, eh bien, ça ne sera que rajouter une brique supplémentaire, c'est-à-dire rajouter un bureau de présentation, mais il ne sera pas en France, il sera dans un autre pays de l'Union européenne. Merci Valérie. Alors oui, avec une telle ouverture, on ne peut que se dire que c'est la solution, mais on voit bien, au vu de ce que nous disait Valérie Jiménez, qu'il faut avoir mûrement réfléchi, qu'il faut avoir choisi le bon bureau de déclaration, le bureau pilote, que ce bureau pilote, même si c'est ouvert, c'est-à-dire que pour nous, potentiellement, on est à votre écoute, c'est un bureau qui doit satisfaire aussi à nos propres critères, à nos propres exigences, de façon à ce qu'on soit vraiment dans cette relation partenariale. Et surtout, on a encore quelques défis à relever pour être vraiment au bout du bout de la démarche et être complètement aussi en accord avec cette évolution économique. Et pour autant, si ça n'est pas quelque chose qui vous garantit une attractivité économique ou un enjeu économique, le dédouanement classique reste une solution, bien évidemment, très très pertinente pour certains d'entre vous. Mais il faut se poser la question, et c'est après s'être posé la question qu'éventuellement on fait un choix. Mais ce choix, avec ce qu'on vient d'entendre, il est un peu plus accompagné. Alors, bien sûr, cette démarche-là, il faut qu'on la combine avec une réflexion sur l'harmonisation des pratiques par rapport à ce que vont faire ces bureaux quand ils vont recevoir une déclaration ou quand ils vont avoir physiquement la marchandise et qu'un contrôle prescrit sera sollicité. Cette pratique et cette réalité qui concerne notre administration et notre rôle régalien, c'est de répondre à des enjeux de sûreté, de sécurité qui sont les nôtres, qui sont plus tellement nouveaux, mais qui sont par contre de plus en plus nombreux, de protection du consommateur, de lutte contre la fraude. Et comme le disait aussi le directeur général et Serge Puccetti, nous n'allons jamais dire que nous ne ferons plus de contrôle. Les contrôles sont inhérents aussi à la bonne vérification du commerce licite et sont inhérents aussi à la bonne vérification de l'activité de vos concurrents. Donc, nous serons toujours dans une démarche de contrôle, mais cette démarche-là doit peut-être être différemment pensée à partir du moment où désormais nous avons ce dédouanement centralisé national. Donc, Michel Marin, qui est chef du bureau de la politique des contrôles à la Direction générale des douanes, va nous apporter justement des éclairages sur cette réflexion. Et en fait, moi, j'ai envie de vous poser une question assez claire. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre pour concilier ces exigences de fluidité avec les exigences de sécurité? Et en clair, comment la douane fait-elle pour sélectionner, pour identifier les opérations qui feront l'objet de contrôle? Oui, merci. Je crois que effectivement, la nécessité des contrôles est reconnue par tous, sauf lorsque le contrôle porte sur son entreprise. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi moi? Alors, existe-t-il une véritable stratégie? Oui, bien sûr, la stratégie, comme Hélène Guillemé vient de l'évoquer, elle doit répondre à une question principale, c'est cet équilibre entre la sécurisation nécessaire des flux et la fluidité du passage de la marchandise. Alors pour cela, la DGDDI s'appuie sur une bonne connaissance des flux. La douane dispose d'un patrimoine de données extrêmement important en matière de flux liés au commerce international, que ce soit des données liées au dédouanement, liées aux opérations de transit, ou même depuis 2011, toutes les données issues de l'Import Control System, et donc toutes ces données en matière de sûreté et sécurité. Cette connaissance, elle est complétée aussi par, je dirais, toutes les relations que la douane a tissées avec les professionnels du commerce international, que vous êtes, les logisticiens, les importateurs, exportateurs, les grandes plateformes de dédouanement qui permettent
là aussi, de disposer des informations pertinentes. Et de la même manière, avoir tissé des relations, que ce soit au niveau national avec des partenaires, ou au niveau international avec d'autres partenaires douaniers, qui nous permettent d'enrichir cette connaissance des flux. À côté de cette connaissance des flux, notre élément important et nécessaire, c'est le renforcement de l'expertise douanière. Sous deux formes principales. Vous n'avez pas forcément identifié depuis la place que vous occupez, mais les métiers douaniers ont beaucoup changé depuis 2008, et depuis l'apparition de Delta, et jusqu'à une période très récente, même encore. On a de nouveaux métiers liés à la chaîne des contrôles qui apparaissent, qui nous permettent aujourd'hui de mieux analyser les trafics. Donc nous avons des analystes, nous avons des gens qui sont aussi chargés de mettre en place des outils de ciblage, des profils de sélection, des cibleurs. Nous avons des gens qui sont spécialisés dans la vérification et nous avons des gens aussi qui sont là pour piloter les contrôles au niveau national ou régional. Donc cette expertise douanière, elle se base sur des hommes et des femmes, mais elle se base aussi sur des outils qui évoluent en permanence et qui nous permettent justement de mieux travailler et d'avoir une politique des contrôles la plus efficiente possible. Alors, cette politique, cette stratégie de contrôle, elle repose sur un seul mot, je dirais, qui permet de la décrire, c'est la sélectivité. Sélectivité qui est basée, comme le Code des douanes de l'Union le prévoit, qui est basée sur une approche liée à l'analyse des risques. L'analyse des risques et le ciblage d'opérations présentant des risques. Aujourd'hui, dans l'articulation des contrôles que vous pouvez rencontrer, l'objectif des douaniers, c'est clairement de contrôler moins, mais de contrôler mieux. Cet objectif, il se traduit déjà au niveau des contrôles au moment du dédouanement de la marchandise, des contrôles qui sont exercés par les bureaux de douane. On va dire que c'est le premier niveau de contrôle et peut-être le plus pénalisant, quelque part, puisque lorsque nous utilisons ce niveau de contrôle-là, qu'il soit documentaire ou physique, la marchandise est bloquée, le temps nécessaire à la réalisation du contrôle. Il faut savoir que tous ces contrôles menés par les bureaux de douane sont, dans tous les cas, des contrôles ciblés, issus d'une analyse de risque, et qu'ils ne relèvent jamais d'une initiative prise par tel ou tel agent des douanes. Il y a derrière une réflexion sur la mise en place de profils qui permettent de sélectionner ces opérations et derrière une action humaine qui permet de faire une mise sous contrôle. Mais dans tous les cas, c'est une action réfléchie et qui est un aboutissement d'un processus qui a pris naissance dans le cadre d'une analyse de risque. Donc ces contrôles, ils sont ciblés, ils sont peu nombreux, en tout cas pour les contrôles physiques. C'est volontaire, c'est une volonté d'avoir une approche des risques les plus identifiés. Mais derrière, il y a d'autres contrôles qui sont réalisés après que la marchandise ait été libérée. Ce sont des contrôles ex post. Effectués là aussi pour certains d'entre eux par le bureau de douane, ces contrôles ex post visent à s'assurer que des opérations qui sont passées avec un circuit vert de la douane, avec un BAE bon à enlever rapide, ne présentaient pas d'anomalies en matière de respect de la réglementation. Donc ce sont des contrôles qui sont réalisés dans un temps assez proche du dédouanement de la marchandise et qui permettent aux services douaniers de vérifier les documents d'accompagnement qui accompagnent la déclaration en douane. Et puis il y a un troisième niveau de contrôle qui, lui, est exercé sous forme d'enquête par des services spécialisés en matière de lutte contre la fraude, que sont les services régionaux d'enquête ou les services de la direction des enquêtes douanières. Ce niveau-là est en nombre de contrôles relativement limité, mais très ciblé sur un aspect lutte contre la fraude. Donc cette articulation des contrôles nous permet à la fois d'avoir une approche qui privilégie la libération rapide des marchandises au moment du dédouanement, en ciblant bien le contrôle, mais aussi de garantir que des opérations qui auraient pu présenter un risque et qui de fait n'ont pas été contrôlées au moment du dédouanement peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori à l'issue de la libération de la marchandise. Et puis dans cette stratégie douanière, il y a un point qui est important, c'est le partenariat qui est noué avec les entreprises qui ont une autorisation ou une certification OEA, opérateur économique agréé. Et effectivement, pour ces professionnels-là, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Oui, peut-être avant de justement parler des OEA, comment s'assurer d'un traitement harmonisé des opérations de contrôle, ou en tout cas,
est-ce que le DCN a changé cette organisation des contrôles, puisqu'on voit bien que désormais, on a un bureau qui est prescripteur pour un autre bureau? Alors, avant de répondre sur le DCN, parce qu'effectivement, le dédouanement centralisé national, c'est aussi une petite révolution pour les services douaniers dans la chaîne des contrôles. Oui, il y a une recherche de l'harmonisation des pratiques. C'est important et on le doit aux opérateurs. Il doit y avoir, effectivement, lorsque des contrôles sont décidés, il doit y avoir une mise en œuvre de ces contrôles qui répond à des règles harmonisées. Pour cela, il y a un certain nombre d'outils, mais je voudrais tout d'abord préciser que la première démarche d'harmonisation, c'est qu'il y a des orientations nationales qui sont applicables sur l'ensemble du territoire et qui permettent aux services douaniers d'appliquer des orientations, des priorités d'action qui leur sont définies, qui couvrent par exemple le champ de la lutte contre la fraude fiscale ou le contrôle des produits qui peuvent être dangereux pour le consommateur ou pour l'environnement. Ces orientations sont données à l'ensemble des services et donc ils ont à les appliquer de la même façon sur tous les points du territoire. Il y a également des évolutions organisationnelles importantes qui ont vu le jour très récemment. Jusqu'en 2016, nous avions un risque aussi de redondance de contrôle due à la multiplicité des acteurs intervenant dans le champ de l'analyse de risque et du ciblage. Depuis le mois de juin 2016, et très exactement même septembre devrais-je dire dans son intégralité, la douane s'est dotée d'un service national qui s'appelle le SARC, pour Service d'analyse de risque et de ciblage. La volonté de création de ce service, c'est d'avoir la capacité de mieux orienter nos contrôles et de mieux les coordonner. Le champ d'investigation de ce nouveau service, qui est basé à Paris, couvre le dédouanement, l'avant-dédouanement et l'ensemble des autres fiscalités dont la douane a la charge. Alors dans ce service, coexistent différents analystes douaniers qui traitent de ces différents sujets et domaines d'intervention de la douane, qui échangent sur le même plateau et qui donnent des orientations de contrôle, soit par la mise en place de profils de sélection nationaux, qui de fait s'appliquent uniformément sur tout le territoire, et le SARC est le seul service en capacité de mettre en place des profils de sélection au niveau national, et puis de donner aussi des orientations en matière d'enquête, des orientations précises qui là aussi vont renforcer l'harmonisation des pratiques. Alors, pour répondre à la question qui m'est posée de l'impact du dédouanement centralisé national, je disais que c'était aussi une petite révolution pour les services douaniers, en tout cas pour la chaîne des contrôles. Dissociation des flux documentaires et des flux physiques. La marchandise est présente en un point, sont présents des services douaniers aussi, et les flux documentaires sont déposés auprès d'un bureau de déclaration. Avant le DCN, une entreprise qui avait plusieurs bureaux de douane comme interlocuteurs, eh bien, pouvait très bien avoir des flux mis sous contrôle de manière autonome par chaque bureau de douane. Avec le DCN, il n'y a qu'un seul interlocuteur qui a la capacité de prendre une décision de mise sous contrôle, c'est le bureau de déclaration, puisque c'est auprès de ce bureau que sont déposés l'ensemble des flux déclaratifs. Et donc les contrôles documentaires sont décidés et exercés par le bureau de déclaration, et les contrôles physiques sont prescrits par le bureau de déclaration au bureau de présentation. Donc cette évolution, elle concourt à l'harmonisation de nos pratiques de contrôle, de fait, puisque nous avons là moins d'intervenants dans la prise de décision en matière de contrôle, et nous avons une chaîne de pilotage du contrôle et des instructions de contrôle qui sont données par un interlocuteur unique qui demande précisément au bureau de présentation d'effectuer les contrôles nécessaires. Le DCN amène aussi des simplifications et des harmonisations en matière de contrôle ex post. J'évoquais tout à l'heure ces contrôles de régularité qui sont exercés par les bureaux de douane sur des opérations qui ont déjà fait l'objet d'un dédouanement. Et bien là, de la même manière aussi, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur qui intervient en matière de contrôle ex post de premier niveau, donc de régularité. Il s'agit là aussi du bureau de déclaration. C'est une garantie pour l'entreprise qui a fait le choix du DCN, eh bien d'avoir un traitement plus homogène de ces opérations, facilité par une concentration justement de ces flux déclaratifs auprès d'un seul point.
L'harmonisation des pratiques de contrôle, alors cela a été évoqué, ça sera peut-être de nouveau, je vais passer assez rapidement, mais on vous a parlé du guichet unique national. L'impact du guichet unique national, c'est-à-dire la capacité de l'outil de dédouanement Delta à communiquer avec les outils d'administration partenaires qui sont à l'origine de la délivrance de ces documents d'ordre public que nous avons l'obligation de contrôler, afin de vérifier, dont nous devons vérifier la présence, eh bien l'impact, il est très clairement celui de très largement moins de contrôle documentaire et donc d'immobilisation de la marchandise, puisque ces contrôles deviennent automatisés. Ils sont automatisés, donc ils sont homogènes, et ils ne génèrent pas des contrôles documentaires qui, pour nous, aujourd'hui, constituent aussi une charge de travail importante, avec un intérêt relativement limité, puisqu'il y a quand même peu d'irrégularités de constater à ce moment-là. Et cela permet, par voie de conséquence aussi, aux services douaniers et à la chaîne de nos contrôles, d'exercer nos contrôles sur les flux qui nous paraissent, du coup, les plus à risque. Et puis, le dernier point en termes d'harmonisation des pratiques de contrôle que je voudrais mettre en évidence, c'est rappeler que l'administration des douanes s'est dotée de 2 chartes depuis déjà quelques années, des chartes en matière de dédouanement, une charte également dans le domaine des contributions indirectes, et ces chartes rappellent que tout le monde doit être contrôlé selon les mêmes règles. Et je crois que ça, c'est un point important, et que là, ces 2 chartes définissent un dispositif, un cadre de relation équilibré entre les professionnels que vous êtes et les services de douaniers qui exercent des contrôles. Merci beaucoup, Michel, pour ces précisions. Je pense que c'est très clair, c'est très détaillé. On voit que le bureau pilote, le bureau de déclaration a un rôle majeur dans toute cette chaîne, mais en même temps, on voit aussi toute l'harmonisation qui est faite au niveau national sur l'analyse de risque, avec ce service central, le service d'analyse de risque et de ciblage, et cette politique nationale d'orientation des contrôles qui permet d'être sur des harmonisations de pratiques. Alors, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais peut-être quand même revenir sur le cas des OEA, parce qu'ils ont suivi un audit, ils sont certifiés, ils sont considérés comme acteurs fiables de la chaîne logistique, et on sait qu'il y a un traitement différencié pour ces OEA. Donc, qu'en est-il réellement ? Alors oui, effectivement, là, on parlait jusqu'alors d'harmonisation des pratiques, et il y a un traitement différencié pour les OEA. Dans le cadre du Code des douanes de l'Union, il est clair que la certification OEA est le pivot des facilitations douanières. Et dans le cadre des facilitations douanières accordées aux OEA, il y a des avantages qui s'exercent dans le cadre des contrôles qu'effectue la douane. Alors, ces avantages ont été évoqués tout à l'heure rapidement par Serge Puccetti. Ils sont traduits dans 2 des fiches du plan des douaniers en France. Ce sont les mesures 21 et 22. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a déjà été mis en œuvre par la DGDDI en matière d'avantages liés au contrôle pour les OEA ? Bien, tout d'abord, il y a un allègement du nombre de contrôles physiques et documentaires réalisés au moment du dédouanement. Alors, comment est-ce que la douane peut mettre en œuvre cet allègement ? Est-il réel ? Ce sont les questions qui sont parfois posées parce que l'opérateur n'a pas une vision de ce processus de contrôle de fait qui est internalisé. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons mis en place des compteurs de contrôle qui nous permettent de mesurer la pression de contrôle exercée sur les opérateurs OEA. Et l'allègement qui est mis en œuvre vise, au regard de la pression de contrôle exercée sur l'ensemble des opérateurs non OEA, eh bien, de faire bénéficier les opérateurs OEA d'allègements de contrôle qui peuvent aller jusqu'à 95% du niveau de contrôle qui pèse sur les opérateurs non OEA. Alors, ces chiffres-là, ils sont pas juste lancés en l'air. Nous avons mis en place un dispositif auprès de nos services qui procèdent aux mises sous contrôle, en particulier les services qui réalisent de la veille écran et qui décident de la mise sous contrôle dans les bureaux de douane. Et ces bureaux de douane ont accès à, sous forme d'un petit compteur, d'une petite jauge, peuvent en temps réel se rendre compte si un OEA a été ou non trop contrôlé par les services douaniers. S'il y a déjà sa jauge de contrôle, on va dire, est déjà remplie, eh bien le service se dispensera de mettre en œuvre de nouveau un contrôle supplémentaire. Et donc c'est contraignant pour le service. Alors bien sûr, s'il y a un renseignement
sur un cas de fraude important à exploiter, on l'exploitera quand même, on ne s'arrêtera pas, ce n'est pas bloquant. Mais on a mis en place ce dispositif de façon à ce que nos services puissent suivre en temps réel le compteur de contrôle des opérateurs OA et de mettre en œuvre de manière effective ces avantages. Deuxième avantage, tout à l'heure, cela a été rappelé par le directeur général, allègement de contrôle ne veut pas dire pas de contrôle du tout. Et donc, il arrive bien sûr qu'un opérateur OA puisse faire l'objet de contrôles douaniers, parce que le produit nécessite une attention particulière, nous avons une campagne de contrôle, nous avons une alerte sur certains types de produits, et nous devons mettre en œuvre ces contrôles. Dans ce cas-là, l'opérateur OA bénéficie du traitement prioritaire de la sélection sous contrôle, c'est-à-dire que le contrôle sera effectué en priorité pour cet opérateur et donc il n'y aura pas de délai trop important en ce qui concerne l'immobilisation de la marchandise. Alors, si le contrôle est conforme, bien sûr, s'il est non conforme, il y aura peut-être quelques soucis. Dans le cas où le service douanier réalise des prélèvements, ce qui arrive aussi lors des contrôles physiques, il s'appuie souvent sur le réseau du service commun des laboratoires qui est un réseau sous la double tutelle de la douane et de la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Ce réseau compte 11 laboratoires qui sont établis sur l'espace métropolitain mais aussi dans des DOM. Et nous avons là aussi mis en œuvre depuis maintenant 2015 une mesure de priorisation pour les OA lorsque leurs marchandises font l'objet d'un prélèvement lors de contrôle. Eh bien, le service commun des laboratoires accorde un traitement prioritaire à ces échantillons, là aussi de façon à libérer plus rapidement les marchandises. Voilà pour les mesures les plus avancées aujourd'hui. Il y a également un avantage qui est déjà mis en œuvre, mais qui nécessite encore certainement un certain nombre de clarifications, à la fois en interne et puis aussi vis-à-vis de vous. Je pense au choix du lieu de contrôle. Le choix du lieu de contrôle, c'est aussi un avantage dont peut faire état un opérateur OA, s'il le souhaite, dans le cadre de sa réflexion sur son schéma général de dédouanement. Il peut proposer à l'administration des douanes un lieu de contrôle différent de celui du site sur lequel se trouvent les marchandises au sein d'un bureau de présentation, par exemple dans le cadre du DCN. Ce choix du lieu de contrôle, bien sûr, derrière, doit faire l'objet d'un agrément de l'administration qui doit avoir la capacité quand même de réaliser ce contrôle. Donc là, aujourd'hui, nous avons un traitement, je dirais, au cas par cas de ce type de demandes qui sont nombreuses et très variées dans leur approche. Et effectivement, il y a une réflexion qui est menée au sein de notre administration entre plusieurs bureaux pour mettre en place dans le courant de cette année, très prochainement, des expérimentations qui nous permettent d'avoir une vision plus claire de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire pour vous les professionnels en matière de choix du lieu de contrôle et aussi comment faire évoluer nos outils de façon à ce qu'ils soient suffisamment souples pour embarquer cette facilitation. Aujourd'hui, nous avons par exemple dans le cadre du dédouanement centralisé national des bureaux qui sont clairement identifiés comme des bureaux de déclaration ou des bureaux de présentation. Il arrive dans les demandes qui nous sont transmises eh bien que le lieu de contrôle proposé par un opérateur soit en dehors de ce schéma du dédouanement centralisé national. Nos outils aujourd'hui ne permettent pas de répondre à cette question. Et elles ne nous permettent pas forcément, sur le plan outil informatique, elle s'entend, d'assurer un suivi de ces délégations. Donc notre volonté, c'est d'avoir vraiment une réflexion dès cette année pour mûrir ce sujet et avoir une communication qui clarifie les pratiques avec les professionnels de façon à ce que vous sachiez qu'est-ce qui est possible, ce qui l'est moins, et donc avoir une vision beaucoup plus simplifiée de cet avantage qui aujourd'hui, visiblement, a une certaine popularité auprès des entreprises. Oui, effectivement, on sent que le choix du lieu de contrôle, c'est une réminiscence des anciennes PDD, peut-être. Mais en même temps, on a changé de mode de dédouanement. On a un bureau de présentation, on a un bureau de déclaration. On voit que nos voisins, d'ailleurs néerlandais, ne délivrent le choix du lieu de contrôle que dans l'emprise, juste à côté de l'emprise du port, à très grande proximité du port. Et nous avons ces réflexions à mener pour que cette offre douanière puisse
être à la hauteur aussi de ce que nous pouvons faire et de vos choix économiques. Mais bon, on a quand même compris là qu'il y a une jauge. Donc voilà, c'est quand même très important de savoir que cette comptabilisation n'est pas juste un leurre et un discours, hein, c'est pas de l'incantation. On a mis en place une jauge, donc on sait quelle est la pression de contrôle et du coup justement à quel stade elle peut à un moment donné être trop importante. On a un traitement prioritaire pour la réalisation des contrôles pour les OEA ou pour la réalisation des analyses laboratoires. Donc, bon, il me semble, moi, que côté douane, c'est assez clair. En tout cas, on a un discours qui est assez limpide sur le fait qu'on veut, dans le cadre du DCN et dans le cadre des OEA, apporter un traitement particulier. Alors, si le discours il est clair côté douane, il faut peut-être qu'on voit s'il est clair aussi côté entreprise. C'est-à-dire, est-ce que cet effet miroir est total ou pas? Donc, j'ai à la table Yannick Meignier du groupe Soufflet et Patrick Clément du groupe 3M avec la filiale SOA Logistique. Deux acteurs en marche, si je peux me permettre. C'était... Voilà. en marche sur le DCN, mais pas au même rythme. C'est-à-dire que le groupe Soufflet vient juste de démarrer, et par contre, le groupe 3M est le premier à avoir eu un DCN l'an dernier, au mois d'août 2016. Alors, commençons d'abord avec Yannick Meignier et le groupe Soufflet. Alors, bon, je sais que votre groupe est très connu, mais peut-être une petite présentation de votre groupe nous permettrait déjà de tous reclarifier par rapport à votre activité. Je vous remercie. Soufflet est un groupe familial agroalimentaire de dimension internationale. L'entreprise est née en 1900, donc on est plus que centenaire, d'un petit commerce de grains. Il a toujours gardé son caractère familial. Et aujourd'hui, il est toujours basé à Nogent-sur-Celle, berceau du groupe Soufflet. Le groupe Soufflet, c'est le premier collecteur de céréales privées et familiales en France. Il collecte plus de 4 millions de tonnes de céréales par an et aussi un acteur important au niveau européen où il collecte plus d'1 million de tonnes de céréales par an également. Le groupe Soufflet intervient également dans le domaine de la viticulture française, où avec sa filiale Soufflet Vigne, il propose son expertise et ses services. Il est un acteur également sur les marchés internationaux avec Soufflet Négoce, qui intervient pour la commercialisation des céréales, des oléoprotéagineux et des produits laitiers. On trouve également le groupe Soufflet dans différentes filières. Le groupe il est réputé pour son expertise dans la filière des céréales, notamment la filière blé et la filière orge. Sur la filière blé, on le retrouve à travers ses moulins. Il a 8 moulins en France et en Belgique. Il est connu par sa farine de blé, notamment la marque Baguepi, que vous retrouvez quand vous achetez votre baguette dans votre boulangerie préférée. C'est un groupe, c'est un meunier, par Moulin Soufflet, c'est un meunier qui est quand même assez représentatif du marché de la boulangerie en France et aussi en Europe. Vous avez également une société qui s'appelle AIT Ingrédients, qui fabrique des levains et commercialise des ingrédients. Donc pour donner plus dans le secteur de la panification, plus de valeur. On retrouve également le secteur de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Depuis 2014, Neoser a rejoint le groupe et est un acteur prépondérant de ce secteur. C'est 18 usines de production en France et au Portugal. On retrouve également Pommes de Pin et le Crobag, des enseignes qui permettent aux consommateurs de pouvoir avoir accès à la restauration rapide dans différents restaurants. On en a en France et en Allemagne plus de 241, ce qui permet de servir plus de 15 millions de consommateurs. On trouve également dans la filière orge la société Malterie Soufflet, qui est un acteur prépondérant de la fabrication du malt, un des leaders mondiaux et un principal fournisseur des grands brasseurs mondiaux.
On retrouve également le groupe à travers sa filière riz et légumes secs, et notamment avec sa société Soufflet Alimentaire, basée à Valenciennes et également en Camargue. Et également, depuis quelques années, nous avons une division biotechnologie qui est fabricant d'enzymes et qui permet de développer tout ce qui est une nouvelle solution pour les agro-ressources. Donc, comme vous voyez, le groupe Soufflet est un groupe basé sur l'exportation, notamment. On fait beaucoup d'exportations. Je voulais passer la slide numéro 2. Voilà. Donc, au principal exportateur de céréales en France, plus de 8 millions de tonnes d'exportés, dont 5 millions au départ de France. Donc, c'est vraiment un exportateur de céréales. On le retrouve également dans les produits de première transformation. On le retrouve avec les exportations de farine. On exporte via Moulin Soufflet plus de 180 000 tonnes de farine par an, au départ de nos moulins de Rouen et de moulins de Cérès à Bruxelles. Également un acteur au niveau des ingrédients, où il exporte 180 000 tonnes d'ingrédients par an également. En BVP, en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, où 171 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation. Et on le retrouve également au niveau de la malterie, où on exporte plus d'1 million de tonnes, dont 650 000 tonnes au départ de France. Quelques chiffres clés du groupe. Le groupe, c'est plus de 7400 collaborateurs. C'est d'exportation vers 63 pays. On est basé dans 18 pays dans le monde. Nos 28 malteries, nos 17 usines de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, nos différents sites, nos 10 métiers, on a 10 métiers différents comme dans le groupe, nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires de 4 milliards 700, plus de 4 milliards 7 de chiffre d'affaires par an, et de pouvoir offrir des services à plus de 15 millions de consommateurs. Le groupe est basé, son implantation du groupe est notamment principalement en Europe, où on le retrouve dans les différents pays de l'Union européenne, mais également en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine. On le retrouve également en Russie, en Ukraine, également au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ainsi qu'en Afrique du Sud. Donc tout ça, c'est une implantation pour répondre aux besoins de nos clients et être au plus près de nos clients pour leur apporter l'expertise et des qualités et des produits de grande qualité. Tout ça, c'est bien d'exporter, mais il faut également en face mettre en place des procédures adaptées. Donc depuis de nombreuses années, on a mis en place des procédures de dédouanement domiciliées dans les différents lieux de production de nos produits. Il faut rappeler que les céréales, c'est un produit en termes de douane, un produit de la PAC, donc avec des procédures de dédouanement qui étaient assez contraignantes. Les produits PAC, jusqu'en novembre dernier, étaient soumis à certificat d'exportation. Qui dit certificat d'exportation, dit T5, des cautions à mettre en place auprès des organismes comme France Agrimaire, des procédures de dédouanement qui sont assez longues et assez lourdes. Donc on avait mis en place plusieurs procédures de dédouanement dans les différents sites, enfin auprès des bureaux de douane gérant nos différents sites. On avait également mis des procédures de domiciliation en importation pour les emballages. On fait venir nos emballages d'Inde ou d'Indonésie, qui sont des sacs et qui nous permettent de mettre nos produits à l'intérieur et pouvoir les réexporter. Ça nous a permis d'utiliser les régimes économiques, dit maintenant des régimes particuliers, de l'admission temporaire, et de faire également des gains en termes de droits de douane pour ce type d'emballage. Nous avons mis en place une PDU pour tous nos sites liés à l'exportation, qui regroupait tous nos dédouanements intérieurs. Et l'année dernière, on a mis également en place des PDD auprès du port de Rouen et auprès du port de La Palisse, qui nous a permis, avec l'arrivée du CDU, de pouvoir penser très fort au DCN. Écoutez, merci pour la transition du coup, parce que c'est vrai que on voit qu'avec une dimension internationale comme l'est votre activité,
vous aviez utilisé tout ce que vous pouviez, en fait. Hein. Il y avait une palette des procédures douanières qui étaient offertes à l'époque, qui répondaient à vos besoins, qui vous permettaient de faciliter le dédouanement, mais en étant éclaté quand même sur beaucoup de points de dédouanement. Et depuis que vous avez mis en place votre dédouanement centralisé national, déjà peut-être nous dire quand, quels avantages vous en retirez. Enfin, la question est peut-être un peu facile parce qu'on va vite voir l'avantage que vous en avez retiré, mais je pense qu'il faut que vous le disiez. Oui, alors déjà, le DCN, c'est une suite logique pour nous de nos différentes procédures qu'on avait en place. Il y a plusieurs choses qui sont rentrées dans notre réflexion. Déjà, l'arrivée du Code des douanes de l'Union, qui nous a permis de pouvoir, notre service au niveau de la holding, de pouvoir être représentant en douane enregistrée. Cette représentation en douane enregistrée nous a permis également d'avoir le même statut qu'un commissionnaire en douane et donc d'avoir accès au CCS portuaire. Aujourd'hui, en tant que déclarant interne, nous avons accès à AP+, à Rouen, mais également à La Rochelle, ce qui nous permet de faire nos formalités de dédouanement en interne de A à Z. Et c'est très important. Les dédouanements, le dédouanement centralisé national, c'est une suite logique. Le groupe Soufflet, à travers ses filiales, on a obtenu 10 certifications EA, simplification douanière. Nous avons le RDE et nous avons une PDU. Donc, tous ces liens additionnés nous a permis de pouvoir penser au DCN et de pouvoir le mettre en place assez rapidement. Pourquoi le DCN? Parce que ça nous permet des grosses économies. Le fait d'avoir internalisé nos dédouanements via le DCN nous permet des économies importantes sur l'internalisation de nos prestations de services. C'est des économies qui sont en milliers d'euros par an, donc ce n'est pas négligeable. Le regroupement sur un bureau intérieur, qui est le bureau de Reims, nous permet également une bonne dématérialisation de procédures. Les procédures actuelles, les procédures de dédouanement qui étaient portuaires, étaient très peu dématérialisées. On déposait encore les déclarations simplifiées d'exportation d'une façon manuelle, avec visa au bureau de douane. Et il y avait encore beaucoup de documents à faire viser auprès du bureau de douane pour chaque départ de navire. La particularité de nos céréales à l'exportation, c'est que c'est des céréales qui sont exportées en vrac, donc avec une procédure de poids estimé à mettre en place et à tenir compte dans les différentes DCN qu'on voulait mettre en place. C'est pour ça qu'auprès du bureau de Reims, nous sommes en train de mettre en place 2 DCN. Un DCL en une étape pour tout ce qui est dédouanement intérieur et un DCN en 2 étapes, ex-delta D, qui est maintenant delta G, qui permet de pouvoir répondre aux besoins de contrôle éventuels de l'administration des douanes et également de fluidifier nos dédouanements d'exportation de produits vrac au départ de Rouen et de La Rochelle. On voit que c'est mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi et avec un bureau pilote à Reims. Voilà, pour ceux qui auraient des idées, on n'est pas forcément focalisé sur des bureaux de déclaration à la frontière ou dans certains sites qui sembleraient des sites classiques. Donc voilà, Reims, qu'on pense plutôt spécialisé dans ce qui est plutôt liquide, voilà, et peut être bien évidemment un choix aussi très pertinent pour ce type d'activité économique. Moi, j'aimerais savoir si du coup, vous avez, à l'occasion aussi de ces formalités, repensé votre schéma de dédouanement. Est-ce que ça a été en même temps une occasion de tout repenser, y compris les schémas de dédouanement? Complètement. Le schéma de dédouanement, par cette harmonisation, cette simplification, nous a permis de revoir totalement notre schéma de dédouanement et de le simplifier, de nous permettre de gagner du temps. Et le temps qu'on va gagner sur cette harmonisation, c'est autant de temps qu'on pourra internaliser d'autres flux d'exportation dans le groupe. Donc c'est vraiment très important. Les schémas sont simplifiés, ils ont été réfléchis avec la direction générale, mais également avec le PAE de Champagne-Ardenne. Et c'est vraiment en partenariat avec votre administration qu'on a pu penser et mettre en place ce DCN.
Écoutez, justement, c'était important pour nous de contribuer à votre réflexion, d'avoir un accompagnement peut-être au moment où vous commenciez à être mature sur ces idées-là, et d'être dans cette relation où on vous aide à finaliser la dernière marche, la dernière étape. Alors je salue d'ailleurs les représentants du PAE de Champagne-Ardenne, anciens et nouveaux, qui sont présents dans la salle, parce que voilà, c'est un beau témoignage d'accompagnement d'une entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Meignier. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Donc, un DCN récent, je n'ai pas noté. Oui, récent. Nous sommes Voilà. en place les modalités pratiques. On est en train de voir avec le PAE de Champagne-Ardenne pour les modalités pratiques. Il va se mettre dans les prochaines semaines en place. Très, très bien. Bon, on va vous suivre. On va suivre cette belle réussite. Alors, là, par contre, on est face à un opérateur qui a un DCN depuis les tout premiers débuts. Donc, Patrick Clément du groupe 3M, responsable douane de la filiale SOA Logistique, a eu le premier DCN que nous avons mis en place. Alors, on dit qu'on l'a mis en place dès mai 2016, c'est-à-dire qu'on voulait être prêt avec l'arrivée du Code des douanes de l'Union. Mais en même temps, il fallait qu'on ait des opérateurs qui soient prêts aussi. Et nos systèmes d'information aussi, qui ont été prêts mi-juin. On a eu un tout petit décalage par rapport au 1er mai. Mais on n'avait toujours pas d'opérateurs suffisamment aguerris. Et vous avez été le premier. Donc, alors peut-être d'abord, à Seigneur tout honneur, présentez-nous peut-être le groupe 3M, parce que je pense qu'on a aussi besoin de se refixer les idées. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le groupe 3M. Donc, en fait, 3M est une entreprise américaine qui est organisée en 5 marchés. Donc, les marchés sur lesquels est présent en fait le groupe 3M sont les marchés de l'industrie, les marchés de l'électronique et de l'énergie, de la sécurité et de la signalétique, les marchés grand public que tout le monde connaît davantage peut-être, et également les marchés de la santé. Donc ça, c'est pour l'organisation en fait 3M. En chiffres, en fait, en quelques chiffres clés, le groupe 3M dans le monde génère un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards de dollars par an, est présent dans 70 pays et emploie environ 90 000 collaborateurs. 3M est une entreprise qui est également très axée sur la recherche et sur le développement et qui consacre, on le voit, plus de 1,8 milliard de dollars en fait, par an sur cette recherche et sur ce développement de manière à être à la pointe de la technologie et du coup de déposer un certain nombre de brevets pour évidemment protéger ces investissements en recherche et développement. Si on se concentre davantage sur 3M en France, en fait, 3M en France a été créé en 1952. C'est une entreprise qui emploie environ 2600 collaborateurs et qui a un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard d'euros. Donc, bien évidemment, on retrouve les 5 marchés qui sont présents également dans le groupe. Lorsqu'on regarde la manière dont 3M en fait, est implanté en France, on voit que donc 3M en France est présent un petit peu partout sur le territoire, donc notamment par le siège social qui est à Cergy-Pontoise, le centre de distribution européen qui est également près de Cergy-Pontoise, et en fait il y a 13 sites de production qui sont aujourd'hui présents à différents endroits du territoire français. Le centre de distribution européen donc, est situé à Saint-Ouen-le-Maune, près de Cergy-Pontoise, on l'a dit. Il faut savoir que ce centre de distribution aujourd'hui a une capacité d'expédition d'environ 30 000 colis par jour. Donc voilà, je vous passe les chiffres que vous avez là sous les yeux. Il faut garder à l'esprit que le centre donc, est titulaire d'un agrément de dédouanement centralisé donc depuis août 2016, comme ça a été dit précédemment, et qu'en fait nous agissons pour le cadre de 4 entités différentes en France, donc qui sont 3M IMIA, 3M France, 3M Purification et Pouillet 3M Télécommunications. Aujourd'hui, donc, nous bénéficions d'une centralisation des procédures douanières donc, qui concernent plusieurs sites en France
tels qu'on les voit sur ce slide, notamment sur 4 usines principalement et sur le centre de distribution. L'ensemble de ces opérations étant rattaché à un bureau de déclaration qui est le bureau de Nantes Atlantique, qui a été donc sélectionné pour on va dire, héberger notre schéma DCN. Et nous bénéficions également aujourd'hui, dans le cas de ce schéma, de 32 lieux de dédouanement agréés qui ont été autorisés par l'administration. Donc quand on parle de 32 lieux de dédouanement agréés, en fait, évidemment, il y a les sites de production, évidemment, il y a le centre de distribution, mais il y a également un certain nombre de magasins dans les ports ou aéroports situés en France, notamment sur le terminal du Havre, de Roissy, de Toulouse, de Nantes, de l'Équin, ce qui nous permet en fait de faire nos opérations de dédouanement alors que les marchandises sont localisées physiquement dans ces différents endroits depuis notre centre de distribution. Alors effectivement, on voit que votre dédouanement centralisé national est en place depuis 10 mois. Est-ce que vous aviez des attentes, hein, j'imagine, avec l'activité, la multiplicité des sites? On voit que la démarche de s'inscrire dans un dédouanement centralisé national est motivée par certaines attentes. Donc peut-être voir si ces attentes, vous pourriez les partager pour qu'on puisse voir si elles correspondent à celles d'autres opérateurs dans la salle. Et puis aussi, surtout, maintenant que ça fonctionne depuis 10 mois, quels bénéfices peut-être vous en tirez, si vous pouvez nous le dire? Alors effectivement, en termes d'attente, notamment, on a commencé à se poser la question fin 2015, hein, je crois, par rapport à ça. Et en fait, la première question, c'était de faire concorder les différents calendriers, qui étaient la mise en place du CDU au 1er mai 2016, qui était, en ce qui nous concerne, en organisation interne, le déploiement de SAP dans 4 usines au 1er août 2016, qui était aussi, au-delà de ça, la volonté du groupe de centraliser et d'internaliser les opérations de dédouanement au niveau d'un centre d'expertise, et qui était également la proposition de rejoindre le service grand compte auprès de la DG Douane. Donc en fait, nous avons saisi en fait, cette opportunité pour faire concorder effectivement l'ensemble de ces calendriers et mettre en place. Alors nous avions un impératif en fait, qui était la mise en place de notre nouveau schéma de dédouanement au 1er août 2016, parce que nous le passions sur SAP. Et donc l'idée était de démarrer en fait, et de commencer à faire une bascule et avoir cette nouvelle autorisation au moment du démarrage pour éviter d'avoir à y revenir quelques mois plus tard. Donc ça a été une mission un peu un challenge. Un peu effréné pour tout le monde. Voilà, mais on a eu effectivement un support du service grand compte en fait, sur cette mise en place qui nous a aidé en fait, et nous a permis d'atteindre notre objectif. Les autres attentes en fait, au moment de la mise en place, c'était, on l'a dit, d'internaliser la fonction douane au sein de 3e en France pour gérer les formalités de dédouanement pour les différentes entités. C'était également de réduire la sous-traitance auprès des transitaires ou des commissionnaires en douane, alors pour différentes raisons, hein, pour des raisons de coût, mais également pour des raisons de maîtrise et de contrôle peut-être plus accrue de nos propres opérations. Nous avions aussi la volonté de standardiser nos procédures et de fluidifier notre supply chain. Pour répondre à votre question, en fait, après maintenant 10 mois d'exploitation, en fait, le constat... Est-ce que ça valait le coup? Oui, en fait, globalement, ça valait le coup. En fait, on se rend compte après 10 mois qu'on a quasiment atteint nos objectifs. C'est-à-dire qu'on est parvenu effectivement à avoir une économie de coûts liée à la réduction de la sous-traitance. Nous avons également en interne fiabilisé nos procédures de contrôle interne, donc sur le plan du dédouanement, par le fait même de centraliser l'ensemble des formalités de dédouanement de plusieurs entités au sein d'un centre d'expertise. Eh bien, en fait, ça nous permet vraiment de fiabiliser et de contrôler davantage nos procédures. On a également, grâce à ce DCN, pu dissocier en fait, les flux déclaratifs des flux physiques, hein, notamment, c'est vrai, avec les usines situées en province qui sont dans la région lilloise ou de Toulouse, par exemple. Un autre constat, effectivement, au bout de 10 mois, c'est en termes du nombre de contrôles. Donc, je rejoins ce que monsieur expliquait au début de l'entretien.
Donc on a constaté effectivement un nombre très important, une diminution très importante, du nombre de contrôles effectués tant sur nos importations que sur nos exportations. Alors, hormis les premières semaines, effectivement, où il a fallu, je le comprends, que notamment le bureau de Nantes-Atlantique puisse s'approprier un peu nos flux, connaître nos différents produits, etc. C'est vrai que voilà, on a eu de ce côté-là vraiment un avantage vraiment très qu'on a pu constater de manière très concrète. Un autre désavantage, en fait, c'est aussi en termes d'économie, un petit peu moins direct peut-être, mais on a constaté, on a pu mettre en place une seule garantie au lieu de diverses garanties que nous avions précédemment. Et en fait, par cette mise en place, on a divisé le montant de nos garanties par 3. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 400 000 euros de garantie à 700 000 euros de garantie. Et encore, l'administration nous proposait d'aller un peu en dessous, mais on s'est gardé un petit peu un seuil de sécurité. Donc vraiment, là, c'est aussi quelque chose d'important à noter, c'est que là, il y a un vrai avantage financier pour l'entreprise avec cette réduction du nombre de garanties. Et on a aussi, en termes de gestion administrative, en fait, réduit et facilité en fait notre gestion, puisque nous sommes passés de la gestion de 7 procédures PDU, PDD ou autorisations diverses à une procédure unique et gérée par une seule équipe. Donc ça aussi, c'est un avantage en termes de suivi, de renouvellement des procédures, etc. Voilà, une seule procédure à suivre au lieu de 7. On y gagne aussi en temps et en suivi. Et puis en fait, le dernier en fait, bénéfice qu'on a pu en tirer, qui est peut-être moins visible de l'administration, en fait, c'est une reconnaissance interne au niveau du groupe. C'est-à-dire que le groupe maintenant reconnaît et admet qu'il y a un centre d'expertise en fait qui est présent et qui effectivement peut être la référence pour effectuer les opérations de dédouanement à l'importation et à l'exportation pour différentes entités en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à souligner. Moi, je suis scotchée. Voilà, ça c'est le témoignage. Bon, on ne l'a pas provoqué. Hein, ça fait 10 mois que ça fonctionne. Bon, mais écoutez, c'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche, que vous puissiez rationaliser, que vous puissiez réduire vos coûts, que vous puissiez internaliser ce qui doit l'être, que vous puissiez avoir une reconnaissance interne et créer un centre d'expertise aussi à l'intérieur de la société, un peu en effet miroir de ce que nous, on a fait avec les services grands comptes et les centres d'expertise qui sont en charge des déclarations. Écoutez, on va vous suivre aussi parce que 10 mois c'est beaucoup, mais il faut bien sûr qu'on continue. Et peut-être pour un peu la même question que j'ai posée à M. Meignier, est-ce que vous avez, dans ce contexte-là, repensé votre schéma de dédouanement ? Puisque finalement, on voit bien que la multiplication des procédures ramenées à une seule peut aussi conduire à modifier un schéma de dédouanement. Alors tout à fait, effectivement, ça a été l'opportunité également de revoir et de repenser le schéma de dédouanement, donc à la fois par cette autorisation de DCN, mais aussi, encore une fois, avec la concordance, notamment la mise en place de SAP sur les différents sites. Notamment, en fait, nous avons fait le choix de privilégier, à chaque fois que c'était possible, le dédouanement dans les ports ou aéroports à l'importation. Notamment, donc, ça concerne principalement les ports du Havre, l'aéroport de Roissy et, dans une moindre mesure, Toulouse. De manière en fait simplement à anticiper et à fluidifier les opérations de mise en stock lors de la réception dans les sites de production ou dans les entrepôts. Je pense que vous connaissez tout ça. C'est-à-dire qu'on a la volonté en fait lorsque les produits arrivent sur un site de production, à ce que les opérations de dédouanement, à ce que les opérations soient le plus transparentes possible, et à ce que les personnes qui doivent effectuer les opérations de mise en stock en fait n'aient à se soucier que des opérations de mise en stock et pas forcément des opérations de dédouanement. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'on a pu mettre en place grâce à ce DCN et sans impact en fait sur le transit time entre les temps d'arrivée dans les ports ou aéroports, puisque en fait, dès qu'on a les confirmations, soit de vue à quai pour le port du Havre ou de confirmation de mise en magasin pour les magasins situés à Roissy par exemple, eh bien nous effectuons immédiatement les opérations de dédouanement, donc ça prend généralement moins d'1 heure, et en fait on renvoie le message de BAE en fait à notre correspondant qui se charge ensuite des opérations de livraison au point convenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été modification qu'on a eue dans notre schéma de dédouanement. Et la seconde modification qu'on a eue, ça concerne l'exportation, où de la même manière, on a en fait décidé de faire les exportations au moment où les produits quittaient les sites de production
qu'ils aient à repasser ou non via un entrepôt, un centre de distribution centrale. Voilà, donc là, la marchandise quitte le site de production, les formalités de douane sont effectuées et les documents d'accompagnement accompagnent, c'est le cas de dire, la marchandise jusqu'au centre de distribution, le cas échéant, ou lorsqu'elle part en direct, évidemment, est remise au On est départ usine, en fait, alors. Alors, en fait, on est, en termes d'Incoterm, on n'est pas en départ usine, mais en fait, on effectue les formalités de douanement au moment où les produits quittent physiquement l'usine, en effet. Ouais. Alors, vous êtes un opérateur rattaché au portefeuille du service grand compte. Et donc, il y en a quelques-uns dans la salle aussi. Mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi de l'accompagnement que vous avez eu, parce qu'on voit quand même que l'ampleur de votre dédouanement et de votre dédouanement centralisé est assez considérable. C'est bien d'avoir cette maturité aussi, d'y penser, de se dire qu'en plus, on a quelques objectifs de calendrier avec changement de logiciel SAP, rationalisation de certains sujets. Mais tout seul, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Donc, est-ce que l'accompagnement qui vous a été fourni par les équipes du service grand compte, qui sont ici présentes, avec un peu réparties dans la salle, vous a permis d'être justement, pour le moment, au rendez-vous de ce choix? En fait, c'est une évidence, effectivement. Sans l'appui du service grand compte, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu mettre en place l'ensemble de ces procédures et puis démarrer, encore une fois, dans les temps, dès le 1er août. En fait, l'équipe du service grand compte a été disponible à de nombreuses reprises, donc soit par des réunions en face à face, soit par des entretiens téléphoniques extrêmement nombreux, notamment lors du démarrage du projet, mais aussi depuis 10 mois avec des réunions de suivi extrêmement régulières pour du coup peut-être affiner certains aspects qui méritent de l'être encore, pour commencer déjà à penser à l'avenir et regarder comment on fait évoluer nos procédures. Mais je citerai par exemple, en fait, dès la mise en place du DCN, en fait, on a dû revoir avec l'équipe, l'appui du service grand compte, une vingtaine d'autorisations diverses et variées qui vont de la centralisation des garanties à la mise en place des IST, aux autorisations de destinataires agréés, NSTI, etc., etc. Donc là, il y a eu effectivement un support vraiment très important de cette équipe qui nous a permis en fait de tenir encore une fois notre calendrier. Il y a deux autres points aussi que je voudrais souligner que nous ont apporté en fait le service grand compte en termes d'appui. Le premier, c'est de nous permettre d'avoir un contact privilégié avec les équipes du bureau de Nantes Atlantique, parce que là aussi, donc, on a besoin effectivement, et on travaille très régulièrement avec les équipes de Nantes Atlantique, mais effectivement, le service grand compte a été vraiment un intermédiaire, un rouage important, j'allais dire, dans les relations qu'on a pu mettre en place avec ce bureau, pour qui, comme on l'a dit tout à l'heure, apprennent à nous connaître et en fait découvrent un petit peu nos flux. Et puis en fait le dernier avantage que je vois en fait, qu'on a pu constater sur ces quelques mois auprès du service grand compte, c'est également de nous permettre d'avoir accès ou d'être mis en relation avec des équipes de la direction générale auxquelles, j'allais dire, nous n'avions pas accès par le passé. Je pense par exemple, nous avons quelquefois eu des discussions sur des règles d'interprétation d'origine, sur des choses un petit peu peut-être techniques. Et là, en fait, nos interlocuteurs du service grand compte, en fait, le réflexe immédiat a été de faire intervenir des spécialistes de l'ADG qui ont bien voulu nous consacrer un petit peu de temps pour répondre à des problématiques très spécifiques, en fait. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui a son importance et qui, du coup, qui permet d'accéder, en fait, vraiment à la source de l'information et à l'expertise. C'est ça, c'est le titre d'aujourd'hui, hein. On essaie de vous simplifier la vie. Après, vos process sont complexes, vos investissements sont complexes, nos procédures peuvent paraître aussi complexes, ou nos réglementations, l'origine, la valeur, je vois aussi des équipes là qui sont là. Mais à un moment donné, si on a des experts en face, on arrive toujours à communiquer et à trouver des solutions. Donc, ce qui me semble important à partir de ces deux témoignages, c'est qu'on voit que la rationalisation des procédures, la rationalisation de votre activité, c'est l'enjeu de tous, grande ou petite entreprise. Je ne sais pas, vous êtes tous les deux des grands faiseurs, mais on peut quand même s'imaginer que même une entreprise de taille moyenne ou de taille intermédiaire
a besoin de repenser sa rationalisation, ses choix, et qu'avec le DCN, finalement, on peut arriver à cette rationalisation. Et c'est ça l'intérêt de la démonstration qu'on voulait faire ce matin, c'est que repensez vos choix, repensez vos circuits, repensez vos schémas, puisque tous les deux, vous avez repensé vos schémas de dédouanement. Et c'est peut-être ça aussi le moyen, là j'enchaîne, mais pas tout de suite quand même, mais de gagner après du temps et de l'argent, et on en parlera tout à l'heure. Voilà, écoutez, merci pour ces témoignages. Peut-être des réactions avant qu'on enchaîne, tant qu'on a nos experts divers et variés, soit de la centrale, soit des entreprises. N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes tous présents pour cela. Alors, la deuxième question, puisque la première est difficile. Bon, pas de questions. Peut-être, moi, j'aimerais... oui, Stéphane Arnaud, chef de projet GUN. Ah si, une question, pardon. Ah, je ne vous avais pas vu. Vous pourriez nous dire qui vous êtes ? Bonjour, je suis Stéphanie Chaumet d'ABP France. Ma question, c'est quels sont les prérequis pour avoir accès aux grands comptes, justement ? Parce que, quelle est la différence entre PAE et grands comptes ? Qui a accès aux grands comptes ou pas ? Et oui, on a tous envie d'en être. Hein. Je crois qu'on avait demandé. Alors, le portefeuille est pour le moment fermé, c'est-à-dire qu'on est en phase d'accompagnement des entreprises qui ont été identifiées comme faisant partie du portefeuille. Mais pour autant, vous avez obligatoirement un pôle d'action économique à disposition et à proximité. Et c'est ce pôle d'action économique qui, pour le moment, va vous accompagner et en collaboration avec toutes les équipes de la centrale. C'est vrai que le service Grand Compte vous a mis en relation avec les équipes en charge de l'origine et de la valeur, mais les pôles d'action économique sont là aussi pour ça, pour solliciter les bureaux de la centrale. Donc, pour le moment, le portefeuille est limité limité si je peux me permettre, parce qu'il est quand même déjà très large, mais aux grands secteurs économiques qui fondent l'activité de notre pays. Et nous avons une phase de montée en charge qui va se dérouler encore pendant 2 ans pour tous les absorber. Je dirais, à part si vous avez déjà un projet, il n'y a qu'un cas de figure qui permettrait de vous faire accéder tout de suite au service Grand Compte, c'est si vous êtes déjà dans une démarche de dédouanement centralisé communautaire, c'est-à-dire faire du dédouanement non seulement au niveau national, mais aussi avec d'autres pays de l'Union européenne. C'est le seul cas où on intègre les opérateurs dans le service Grand Compte pour avoir un accompagnement qui est encore plus complexe avec les autres États membres de l'Union européenne. Voilà, je pourrais vous donner les critères un peu plus détaillés d'accès au service Grand Compte pour vous mettre sur la liste d'attente si vous le souhaitez. Et également, si je peux me battre, la confiance aux entreprises, je trouve ça très très bien, et le nombre de diminutions de contrôle aussi. Mais je me demande s'il n'y a pas un risque à terme. Parce que moi, je préférerais qu'on fasse plus de contrôle et qu'on me dise attention, ce flux-là, vous l'avez mal fait. Parce que forcément, quand on fait des mauvais flux, on ne le fait pas. Ce n'est pas volontaire. Et qu'on rectifie tout de suite le tir, plutôt que de faire répéter 10 000 fois ce flux-là qu'on a mal fait et mal faire à chaque fois, et avoir un contrôle a posteriori et me dire finalement, tous les autres flux ne sont pas bons non plus. Donc c'est vrai que nous, on est aussi on est en PDU, on est en train de passer en DCN. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui pèse lourd sur les épaules. Je vais laisser le spécialiste des contrôles, mais effectivement, c'est notre démarche. Hein. Mais je crois, donc, lorsque je parlais tout à l'heure de cette fluidité au moment du dédouanement, j'évoquais aussi derrière des contrôles de régularité qui sont menés par les mêmes bureaux de douane et qui sont des contrôles qui sont menés dans un temps assez proche du dédouanement, c'est-à-dire généralement dans les 4 mois suivants le dédouanement. Alors évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. Ils visent à repérer, essayer de détecter des anomalies. Et là, on est vraiment dans une démarche de contrôle de régularité, c'est-à-dire on n'est pas sur un contrôle à vocation lutte contre la fraude, recherche de grandes fraudes, mais effectivement détecter des cas où l'application réglementaire n'est pas respectée. Et donc là, ça permet effectivement, lorsqu'on les trouve, justement de rectifier ces opérations et derrière à l'entreprise de prendre les mesures correctrices nécessaires. Donc effectivement, on ne passe pas d'une étape contrôle de dédouanement forcément limité puisque très ciblé et contrôle ex post très lourd, enquête sur 3 ans ou plus. Non, le schéma, il est aussi complété par ces contrôles de régularité qui justement répondent en partie à ce que vous évoquez là. C'est-à-dire on ne laisse pas forcément des très longues périodes
se dérouler sans qu'un opérateur soit contrôlé. On a cette démarche aussi de plus en plus, au regard du dédouanement centralisé national ou de la politique en matière de grands comptes, d'avoir aussi une réflexion sur des programmations de contrôle. Donc c'est aussi un souci pour nous qu'il n'y ait pas justement cette absence de contrôle sur une longue période. Maintenant, les flux sont tellement importants qu'on ne peut pas non plus tout voir. On a eu le cas d'ailleurs sur un opérateur qui a intégré un DCN et dont le bureau de déclaration a identifié justement des anomalies assez répétées. Et en fait, l'opérateur s'est retrouvé dans une espèce de démarche de conseil, c'est ce que vous évoquiez, madame, à rectifier sa façon de dédouaner. Et c'est parce qu'on est sur un bureau pilote qui voit l'intégralité du flux qu'on arrive à ce partenariat. Après, voilà, on a beaucoup de flux, on a beaucoup d'opérateurs, on a beaucoup de bureaux qui montent en compétences aussi pour être bureau pilote du DCN. Tout ça, en tout cas, c'est la démarche. D'autres questions ? Monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Éric Demangeon, je suis journaliste. J'aurais voulu avoir une précision sur la jauge qui contrôle la pression de contrôle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est cet outil ? Est-ce que c'est un outil informatique ? Et si cette donnée est appelée à être ouverte aux entreprises, aux opérateurs qui travaillent avec les douanes. Même question pour le traitement prioritaire des contrôles et des prélèvements. Est-ce que c'est un dossier, un tableau qui va être remis à l'ensemble des opérateurs pour avoir un suivi de ces différents traitements prioritaires ? Alors, je vais être très précis. Ce sont 2 dispositifs internes à la DGDDI qui sont utilisés en tant qu'outil de pilotage des contrôles. Pour le premier d'entre eux, effectivement, j'ai décrit un système informatisé de jauge qui permet d'alerter les agents des douanes qui sont dans cette chaîne des contrôles sur le fait que le niveau de contrôle sur l'OA a déjà été rempli et que, sauf nécessité absolue, il n'y a pas lieu de le soumettre à un nouveau contrôle. Le deuxième point que vous indiquez, sur le traitement prioritaire, on a utilisé un système extrêmement simple, c'est justement l'utilisation dans notre système informatique de dédouanement du logo OA qui apparaît, qui permet d'identifier les déclarations qui couvrent des flux d'un OA certifié. Et donc, dès lors que les services douaniers ont des mises sous contrôle multiples, eh bien, ils peuvent très facilement identifier les lignes qui relèvent des opérateurs OA et derrière, justement, classifier de fait le traitement des opérations qui sont mises sous contrôle. Donc, ce sont des outils relativement simples, informatisés, qui sont mis en œuvre à titre interne, effectivement. Les décisions, les motifs de décision de mise sous contrôle, la réalisation des contrôles sont des prérogatives de l'administration des douanes. Effectivement, nous ne partageons pas ces éléments-là avec les entreprises. Néanmoins, nous avons voulu aussi jouer cette transparence pour dire, voilà, on vous annonce qu'il y a des mesures et des avantages qui concernent les contrôles. Eh bien, ils sont réels et ils sont aussi effectifs au sein de nos services. Bien, écoutez, je crois qu'on peut remercier les intervenants de cette première table ronde et passer à la... Ah, encore une question, avec plaisir. Oui, bonjour, Thérèse Nami, cabinet Arcade Avocat. J'ai été très intéressée par la présentation des 2 entreprises de tailles différentes, expériences un peu différentes, mais elles vont vers la performance. J'ai une question en fait sur la formation. Monsieur Clément a fait une remarque très intéressante sur les avantages. Alors, sauf si j'ai mal compris, mais apparemment, vous avez internalisé la fonction douane. Donc, j'ai compris qu'en fait, avant le dédouanement centralisé national, ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au plan pratique comment vous avez mis en œuvre cette formation, cette l'intégration de la fonction douane dans l'entreprise ? La question aussi vaut pour la société Soufflet. Merci. Alors, en fait, oui, vous avez raison, nous avons internalisé la totalité de la fonction douane pour être tout à fait juste. C'est-à-dire qu'avant la mise en place du TCN, en fait, il existait déjà une équipe
en charge des formalités de dédouanement chez 3M en France, mais qui ne gérait que l'activité du centre de distribution européen. L'ensemble de l'activité des usines était confiée à des commissionnaires en douane et des transitaires, et c'est cette partie de l'activité en fait, qui a été internalisée et intégrée en fait, au sein de l'équipe douane. Donc il y avait déjà une compétence qui existait. Effectivement, cette compétence a été accrue, augmentée par la présence d'effectifs supplémentaires, notamment pour gérer ces flux supplémentaires. Un recrutement qui est quand même très difficile. Hein. Le monde du déclarant en douane, ça se raréfie. On a beaucoup de mal à en trouver sur le marché. C'est quelques mois de recherche à chaque fois pour recruter un déclarant en douane, aussi bien chez nous en interne que chez les commissionnaires en douane. Si ça peut ouvrir quelques opportunités dans le métier, ce serait bien parce qu'on a beaucoup de difficultés justement à recruter des déclarants en douane. Je confirme ce point, il faut minimum entre 6 et 10 mois pour retrouver un déclarant en douane, en faisant appel à un bon nombre d'agences spécialisées et d'entreprises spécialisées. Oui, madame. Bonjour, Sobotram, représentant en douane. Il y a un terme qui m'a énormément fait plaisir en entendant la description et l'exposé sur le DCN, c'est le mot équité. Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de représentant en douane à la table ronde ? C'est très judicieux comme remarque, presque j'attendais la question. En fait, ce que l'on a remarqué, je n'ai pas pu vous en parler, je parlais vite parce que j'avais un temps très minuté pour laisser la parole. Surveillais. Voilà, à nos intervenants, c'est que nous avons remarqué que les représentants en douane enregistrés ont mis du temps à nous faire monter, déposer des schémas de dédouanement parce qu'ils sont très structurants, parce que justement, ils sont allés dans la réflexion de savoir où est-ce qu'ils allaient mettre leur bureau de déclaration, est-ce qu'ils allaient travailler par vecteur, est-ce qu'ils allaient travailler par région. On voit plusieurs stratégies qui se sont mises en place. Et en fait, les demandes, parce qu'elles sont très structurantes, sont toutes remontées à la direction générale. Et nous avons pris le temps aussi de rencontrer ces représentants en douane enregistrés pour qu'ils nous expliquent leur stratégie, comment ils voyaient cela. Et en fait, ils ont été peut-être plus tardifs à nous déposer des schémas de dédouanement, mais qui sont très structurants. Donc peut-être que quand on fera un autre bilan, on les fera venir, mais on commence à agréer ces schémas de dédouanement très structurants depuis, et c'est un scoop, depuis mars 2017, on voit une tendance inversée, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de demandes de dédouanement centralisé national qui sont portées par des représentants en douane enregistrés plutôt que par des importateurs ou des exportateurs de chargeurs. Là, on a voulu prendre, au-delà de l'estampille importateur-exportateur, deux profils de personnes qui, un a un DCN depuis quelque temps, 10 mois maintenant, et quelqu'un d'autre qui se lance dans l'aventure et a des attentes. Voilà, donc la prochaine fois, on ne manquera pas d'inviter un représentant en douane enregistré pour nous parler de tout ça. Merci. Oui, on s'y engage. Dernière question, parce qu'on a juste encore un petit programme à dérouler. Oui, bonjour, Marc Borel, Marquis Transport Logistique. Alors déjà, je voudrais saluer les efforts faits par les douanes qui aujourd'hui permettent de faire passer nos marchandises via les ports français plutôt que via les ports belges. Et je pense que pour toutes les entreprises, les ETI ou les PME qui aujourd'hui hésitent un petit peu du fait qu'ils ne sont pas formés là-dessus, n'hésitez pas à faire appel à vos commissionnaires de transport qui, eux, sont à même de vous aiguiller sur les démarches pour avoir les informations nécessaires. Message reçu. Il y a des professionnels du dédouanement dans la salle, dans le pays. Voilà, vous pouvez internaliser, vous pouvez recourir à des professionnels du dédouanement. Nous, évidemment, on est neutre par rapport à ça. L'idée, c'est que, par contre, l'activité économique perdure. Merci beaucoup à vous tous. On va vous applaudir. Alors, on va faire une petite séquence entre les deux tables rondes. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir
Frédéric Rossi, directeur général délégué export de Business France. Et l'agence Business France est une agence tournée vers l'accompagnement à l'export des entreprises. Et si on a souhaité que Frédéric Rossi intervienne, c'est pas par hasard, c'est que on se dit que peut-être on a une complémentarité à dérouler, une complémentarité surtout à afficher. Et rien de mieux que de l'afficher, c'est que ce soit vous-même, Frédéric, qui nous en parliez. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser Muriel Pénicaud, notre directrice générale de Business France jusqu'au 17 mai dernier, puisque c'est elle qui devait s'exprimer aujourd'hui devant vous. Elle a été appelée au gouvernement pour mener une autre réforme de simplification, puisque c'est le thème de cette journée, celle du Code du travail. Je suis pour ma part très heureux d'être présent aujourd'hui pour la seconde fois déjà dans ce grand rendez-vous de la douane avec les entreprises. Le premier en novembre dernier était sur le thème de la douane vous aide à exporter et nous avions alors évoqué l'ensemble de la boîte à outils de tous les dispositifs mis à la disposition des entreprises, particulièrement les PME, par l'État, par les agences telles que Business France et par l'ensemble des partenaires pour aider les entreprises à vraiment y aller. Aujourd'hui, le thème retenu pour cette journée, la douane vous simplifie la vie, ou au moins votre vie d'exportateur déjà dans un premier temps. La simplification, rendre l'export et ses formalités plus accessibles pour nos PME, c'est pour nous un point capital si on veut adresser les réelles difficultés du commerce extérieur aujourd'hui et surtout de l'appareil exportateur français. Alors, si on en croit le palmarès des douanes, qui est un peu notre Bible aussi à nous, à Business France, sur les 125 000 exportateurs français, et le chiffre a légèrement augmenté ces dernières années, pas l'année dernière, mais en tendance plutôt augmentée depuis 3-4 ans, ce qui est une bonne chose, on a quand même 20 à 25 000 entreprises qui chaque année exportent et qui l'année suivante n'exporteront plus ou n'exporteront pas les 2 ou 3 années qui suivent. Quand on analyse un petit peu les raisons de cela, on a fait un certain nombre d'enquêtes auprès des entreprises et particulièrement de cette cible. On se rend compte que ce qui est cité en premier, c'est les complexités, les risques inhérents au processus d'exportation qui sont toujours cités comme les principaux freins à la pérennisation de cette démarche. Donc, il faut davantage de simplification. On rejoint encore le thème de la journée. L'appareil exportateur français, ensuite, si on le compare à celui de nos voisins, je rappelle que les Allemands ont 400 000 sociétés exportatrices et les Italiens à peu près 200 000, et également assez atypique par l'importance des petites structures exportatrices, c'est-à-dire les sociétés évidemment de moins de 50 salariés, voire moins de 10 salariés. Et qui réalisent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires export, voire pour beaucoup d'entre elles moins de 20 000 euros. Pour vous donner une idée, Business France, uniquement par les salons qu'on réalise dans le monde entier et la PLV qu'on envoie sur nos salons, nous sommes, je crois, aux alentours du 43 millième exportateur français, ce qui, quand même, voilà, est assez exceptionnel et on ne s'attendait pas du tout à ça. En tout cas, ce n'est pas notre objectif principal. Et dans ces structures, finalement, dans toutes ces petites structures, le service export n'est pas véritablement staffé, structuré en nombre, en compétences, etc. Et c'est souvent le chef d'entreprise qui doit tout faire et qui doit s'occuper également de cette activité-là. Et donc, il faut essayer de rendre les choses le plus simple possible, le moins bloquantes possible, pour qu'on puisse éviter cette tentation de découragement. Enfin, c'est un point aussi abondamment discuté depuis de nombreuses années dans l'écosystème du commerce extérieur français, c'est que nos entreprises jugent qu'il y a toujours une multiplicité d'acteurs, publics, privés, consulaires, associatifs, etc., pour les aider dans leur démarche internationale. Et finalement, on en revient à l'idée que ça serait parfois peut-être un peu plus bloquant d'avoir trop d'interlocuteurs en face et de ne pas savoir exactement auxquels on doit s'adresser. Là encore, il faut davantage de simplification dans l'écosystème. Alors, face à tous ces enjeux de simplification, à défaut de pierre philosophale, le gouvernement a quand même œuvré beaucoup au cours des dernières années pour essayer de simplifier ce qui pouvait l'être. Et je voudrais juste résumer très rapidement les quelques étapes qu'on a mis en place ces dernières années.
et puis m'étendre un petit peu plus effectivement sur le partenariat signé il y a à peine un mois entre la Direction générale des douanes et Business France. Alors, premièrement, je ne sais pas si ça vous aura échappé, j'espère pas, mais Business France a été positionné finalement comme l'opérateur central de l'internationalisation de l'économie française dans les deux sens. Notre mission aujourd'hui en termes d'export et d'aide à l'internationalisation des sociétés françaises est triple. D'une part, informer les entreprises sur les opportunités qui existent partout dans le monde. On a 90 bureaux dans 70 pays, des partenaires dans les autres pays. Ils sont tous organisés de manière sectorielle. Ils nous remontent des opportunités marché. On fait beaucoup d'études, de diagnostics marché spécifiques sur mesure pour les entreprises. Tout ça, c'est pour défricher et puis pour savoir où on va aller et comment on va essayer d'y aller. Deuxièmement, après informer, connecter. Le cœur de notre métier, c'est véritablement la partie B2B, c'est-à-dire que la meilleure manière d'aller à l'export, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Alors pour certaines entreprises, ça va être des clients en direct, pour d'autres, ça va être des importateurs, des distributeurs, des agents, des gens avec qui on va développer des joint ventures, des partenariats technologiques. Mais le fil directeur derrière tout ça, c'est juste d'être présenté aux bonnes personnes et surtout d'arriver à qualifier ces personnes derrière, parce que spontanément, une PME, quand elle va toute seule sur une destination lointaine, il y a des chances que le premier contact qu'elle va rencontrer pour importer ses produits, ça ne sera pas le bon. Et puis le troisième point, c'est vraiment réussir, c'est-à-dire aller jusqu'à la pérennisation des courants d'affaires. Nous, aujourd'hui, on est la seule agence dans le monde d'ailleurs qui s'est engagée sur le monitoring étroit et précis, et puis c'est pas nous qui le faisons, donc on peut penser que c'est quelque chose de fiable, de tous les courants d'affaires qui sont générés par les entreprises qu'on a accompagnées partout dans le monde. Aujourd'hui, 51% des entreprises qui sont accompagnées par tous nos bureaux réussissent à générer des courants d'affaires sur les marchés sur lesquels on les a accompagnés. Donc il faut vraiment aller jusque-là et puis jusqu'à la pérennisation. Notre autre mission, je le signale quand même parce que c'est important dans cette enceinte, c'est d'attirer les investisseurs étrangers potentiellement en France plutôt qu'en Royaume-Uni, un peu moins maintenant, ou en Allemagne, puisque c'est vraiment nos deux concurrents en Europe. 80% des projets d'investissement étrangers qui viennent en Europe, ils atterrissent dans ces trois pays. On est plutôt mieux positionné que ce qu'on croit. On attire beaucoup de centres de R&D, de centres de logistique, etc. Donc nous, on a cette mission-là. Et ce qui est important de noter, c'est que 20 000 filiales étrangères en France, ça réalise quand même 30% de l'export français. Donc là aussi, c'est important dans le cadre de notre partenariat avec les douanes de pouvoir utiliser l'argument d'un dédouanement beaucoup plus facile pour attirer des investisseurs étrangers qui viendraient monter une plateforme en France pour réexporter des produits à destination de l'Union européenne, bien sûr, et surtout des marchés africains. De plus en plus de sociétés nous contactent en me disant je sais que la France peut être une plateforme pour moi pour exporter mes produits sur le continent africain. Simplification aussi de l'autre côté du dispositif, parce que quand on va à l'export, avant que l'export rapporte, ça coûte, on brûle du cash. Et là, le gouvernement a essayé, comme il a regroupé beaucoup de choses autour de Business France en matière de conseils et de services, il a regroupé toute la partie financement, garantie, autour de BPI France, que vous connaissez tous, avec lequel on a une collaboration étroite, et notamment le premier produit qu'on connaît quand on veut garantir sa démarche à l'international, le premier produit utilisé par toutes les PME en France, c'est l'assurance prospection, qui a été récupéré par BPI France et qui va être très fortement modernisé, simplifié au cours des prochains mois, digitalisé aussi. Et effectivement, moi, chaque fois que j'interviens dans des tables rondes ou autres, on a toujours des entreprises qui nous disent c'est simple et c'est pratique, mais en même temps, pour remplir tous les dossiers, etc., c'est encore très administratif et un petit peu compliqué. Alors après, une fois qu'on a identifié tous les marchés cibles et trouvé les partenaires avec Business France et que vous avez sécurisé les financements pour la démarche export, la structuration export grâce à BPI France, c'est là qu'en fait les difficultés commencent, parce que la démarche d'exportation commence vraiment, et surtout pour avoir été en poste pendant assez longtemps à l'étranger, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on est sur le grand export, la difficulté c'est au moment où on reçoit finalement les premières commandes. Il y a
a un gros enjeu d'aller vite et bien avec son partenaire local, son importateur, son distributeur, quels que soient les produits et les secteurs, c'est vrai. Il faut assurer et stabiliser très rapidement la relation avec les partenaires parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence importante sur les marchés et les premières étapes des premiers flux export sont finalement cruciaux. Le problème, c'est que beaucoup de sociétés n'ont pas anticipé ça suffisamment en amont et que finalement, on se dit parfois que lorsqu'on a déjà exporté quelque part, on peut finalement exporter partout. Et finalement, c'est pas du tout aussi simple que ça. Il y a des difficultés qui sont liées à chaque marché et beaucoup de possibilités d'optimisation des choses si on les anticipe clairement. Et donc c'est pour cette raison, j'en viens finalement au cœur de notre sujet aujourd'hui, que la douane et Business France ont récemment conclu cet accord qui vise à aider les entreprises à anticiper le plus en amont possible et à détecter ces problématiques de dédouanement et d'exportation et à les simplifier au maximum. Alors évidemment, on ne s'adresse pas aux 60 ou 300 grands comptes dont on vient de parler, mais plutôt aux 20 000 ou 30 000 PME et TPE qui sont derrière et qui vont constituer des volumes importants pour les exportations françaises. Alors cet accord, il est basé sur 3 choses. D'une part, la complémentarité de services entre nos 2 organisations. La douane s'est véritablement optimisée tout ce qui concerne la sortie du territoire français avec des solutions de dédouanement, on l'a vu, de plus en plus performantes et de plus en plus sur mesure par rapport à la problématique des sociétés. Business France, nous, on dispose des clés d'entrée sur les marchés étrangers grâce à l'ensemble de nos bureaux et puis à un service réglementaire pour lequel je vous engage à visiter notre site internet qui est assez performant, je trouve, et que vous pouvez solliciter en achetant des crédits avec une hotline et appeler comme ça en disant voilà, c'est quoi les normes d'étiquetage en Chine pour mon produit, comment je peux enregistrer mon produit sur tel marché, est-ce que ça va me prendre du temps ou pas, quel est le dernier droit de douane, j'ai vu que ça avait changé suite à la signature d'un accord de libre-échange, etc. Donc c'est parfaitement complémentaire et on essaye d'apporter ce service avec les douanes de bout en bout, de la sortie vers l'entrée sur le marché étranger. La deuxième source de complémentarité, c'est que on cherche finalement à échanger les informations, à les partager au maximum entre tous les services des douanes sur le territoire et puis nos bureaux à la fois à l'étranger et notre présence sur le territoire français. De manière à anticiper le plus en amont possible, encore une fois, vos besoins, vous informer via des séminaires, des webinaires, des actions de communication, etc., sur tous les changements qui interviennent dans votre écosystème, à la fois, là encore, pour sortir de France ou pour rentrer les produits à l'étranger. En un mot, on sait que les sociétés sont assaillies d'informations, donc on veut essayer de s'organiser avec les douanes pour rendre cette information la plus intelligible possible et être sûr qu'aucune PME ne rate la bonne info d'évolution d'un marché ou de blocage au contraire sur un territoire. Et puis enfin, le troisième point, c'est certainement le plus important, c'est un accord basé sur la coordination en fait en matière d'accompagnement des entreprises et ça rejoint mon troisième point sur l'écosystème de l'export, principal point de notre partenariat puisque nous accompagnons, nous, à Business France, à peu près 10 000 sociétés françaises chaque année sur l'ensemble des marchés internationaux, souvent sur 2 ou 3 marchés différents dans l'année. La douane réalise plus de 2000 entretiens points conseil à travers ses différentes divisions partout en France. Elle dispose aussi d'attachés douaniers avec lesquels on coopère très bien dans certaines zones stratégiques à l'étranger. Et donc, nos clients vont pouvoir bénéficier, les clients de Business France, d'un accès privilégié et surtout gratuit aux cellules conseils personnalisées des 42 directions régionales des douanes réparties partout sur le territoire français. Et l'inverse, évidemment, sera vrai également. Donc on va essayer d'optimiser les schémas logistiques, d'apporter ce conseil, des informations sur les procédures douanières simplifiées, adaptées au profil de chaque opérateur. Donc en conclusion, objectif double véritablement à ce partenariat. Le premier, qui est quand même très ambitieux, c'est que plus jamais finalement une entreprise française, on y arrivera peut-être à terme, n'abandonne l'export en pensant que c'est soit trop risqué, soit trop compliqué pour elle. Et puis deuxièmement, et de manière beaucoup plus pragmatique tout de suite, accélérer, rendre plus fluide le processus d'exportation et surtout en fait simplifier votre vie. On retrouve le thème de la journée, vous simplifiez votre vie d'exportateur. Donc
ne vous posez plus la question du bon interlocuteur finalement. Si vous connaissez l'interlocuteur aux douanes dans votre région et que vous cherchez à ouvrir des nouveaux marchés, demandez-lui de vous mettre en contact avec nos représentants dans les régions. Et si vous connaissez les représentants de Business France, si vous avez une problématique douanière, parlez-leur-en et puis ils vous mettront en contact avec les bonnes personnes. Voilà, merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée et de bons échanges cet après-midi également. Au revoir. Merci beaucoup.